choses commencent à bouger dans le bon sens. Le gouvernement, les groupes armés ont signé une déclaration de cessation immédiate des hostilités sur le terrain. Une situation qui réjouit l'ensemble des parties. Rentrée culturelle et artisanale édition 2015, le renforcement de l'unité nationale et de la paix. Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme organise une table ronde sur le thème. Vendredi 20 février, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. En visite d'amitié et de travail au Niger, le Premier ministre a été reçu hier par le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufi, à qui il a remis un message du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef du gouvernement, Modibo Keïta, a présenté les condoléances du peuple malien au peuple nigérien suite aux derniers événements survenus dans le pays. En début de soirée, le Premier ministre a eu des entretiens avec son homologue Rafini Brigi, entouré des ministres maliens et nigériens. Ils ont échangé autour des préoccupations des deux pays. Il s'agit notamment de la signature d'un accord global définitif très prochain pour notre pays et de la sécurité dans la sous-région. Le Premier ministre a également rencontré la communauté malienne vivant au Niger. Le récit de nos envoyés spéciaux, Aboubakar Traoré et Mamari Koné. Je suis en visite d'amitié au Niger, la République du Niger, un pays ami, un pays frère. Le but de cette visite, c'est d'abord de venir marquer notre solidarité avec le peuple et le gouvernement du Niger suite aux événements malheureux qui se sont succédés. Et le but de la mission était également de venir remercier très chaleureusement le peuple et le gouvernement du Niger pour avoir été aux côtés du peuple du Mali pendant les moments les plus difficiles et pour continuer à être encore aux côtés du peuple du Mali pour aller vers la paix. Donc vous comprenez que c'est une visite extrêmement importante pour nous. Et j'ai été aussi chargé par le président Ibrahim Boubacar Keïta de remettre un message écrit à son frère et ami, le président Mahamadou Issoufi, président de la République du Niger. Vous devinez que ce message s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié, de fraternité et de coopération entre le Mali et le Niger. Mais je dois remercier vivement les autorités nigériennes pour l'accueil qui m'a été réservé à ma délégation. Et je dois également remercier Monsieur le Président de la République pour la haute attention qu'il a prêtée au message que j'ai porté et pour en tout cas la réaffirmation de la solidarité et de la fraternité entre le Mali et le Niger. C'est un message écrit et vous devinez que généralement c'est dans le cadre de la collaboration entre les deux pays et surtout que le gouvernement du Mali est en train de négocier un accord de paix avec les mouvements armés et nous savons que l'expérience nigérienne en la matière est une expérience qui est porteuse d'espoir et qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Avant cette audience avec le président du Niger, le Premier ministre, chef du gouvernement Modibo Keïta avait eu des entretiens avec son homologue du Niger, Rafini Brigi. Nos envoyés spéciaux, Aboubakar Traoré et Mamari Koné. Identité des points de vue entre les gouvernements maliens et nigériens. Et pour faire partager cette identité de vue, Modibo Keïta et Rafini Brigi, entourés de 6 membres de leur gouvernement, échangent autour des problèmes de sécurité et de développement. Le chef du gouvernement nigérien souhaite la signature rapide d'un accord définitif au Mali entre le gouvernement et les groupes armés. Nous bénéficions actuellement d'une situation exceptionnelle, à savoir la très grande amitié qui lie nos deux chefs d'État, nos deux présidents de la République. Et nous devons mettre cette chance à profit pour que nos peuples, que nos États, effectivement bénéficient de ces conditions très favorables de coopération, de collaboration, parce que nos deux peuples ont le même destin. Et les conditions sont réunies pour que nous œuvrions effectivement à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Nous souhaitons évoquer avec vous toutes les préoccupations que nous connaissons déjà pour une bonne partie,
Mais il nous revient, à mon avis, de rechercher les voies les plus porteuses. Après presque 3 ans du conflit dans votre pays, conflit à l'intérieur du Mali, nous souhaitons échanger sur les voies et moyens devant permettre de vous aider à aller vers la paix durable, vers la paix définitive. Je pense que c'est l'objectif que nous devons pouvoir nous donner. Comment arriver à conclure dans les plus brefs délais ces accords de paix que nous appelons de tous nos vœux. Pour sa part, le Premier ministre Modibo Keïta a remercié le Niger pour sa constante assistance au Mali à travers l'accueil des réfugiés sur son sol et sa contribution aux forces de l'aménagement. Nous nous souvenons souvent, avec beaucoup d'émotion, de l'engagement très fort du président Issoufou dans les enceintes africaines, internationales, en faveur du Mali. Nous nous souvenons également de la très grande, si vous voulez, ampleur que le ministre d'État Bazoum, dans l'enceinte, si vous voulez, de pourparlers d'Alger, bien ce plaidoyer qui n'a jamais cessé d'orchestrer en faveur du Mali, à telle enseigne que certains disaient, mais est-ce que le Mali a 2 ministres des Affaires étrangères? J'ai dit oui. Il en a 2. Alors tout cela nous incline à vous adresser tous nos remerciements et nos vifs remerciements. Modibo Keïta a rappelé les 3 objectifs assignés à son gouvernement, à savoir 1. Assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. 2. Améliorer le quotidien des Maliens. Et 3. Instaurer un état de justice au Mali. La médiation internationale dont votre pays est membre, un des membres influents mais dans le bon sens. Cette médiation internationale a proposé aux partis un document de base qui porte aujourd'hui le titre de projet d'accord de paix. Nous souhaitons vivement que toutes les discussions, que toutes les préoccupations, celles du gouvernement du Mali, celles des mouvements armés, s'inscrivent dans le cadre de ce projet d'accord, qui certes n'est pas parfait, mais qui constitue une base permettant d'aller vers un accord, vers une concorde. C'est pourquoi nous souhaitons vivement que la 5e séquence qui est en cours à Alger soit, Monsieur le Premier ministre, chers frères, l'avant-dernière. La dernière étant la cérémonie de signature au Mali. Avant de regagner Bamako, le Premier ministre a rencontré la communauté malienne vivant au Niger, au centre des échanges de la situation sécuritaire au Mali et les pourparlers d'Alger. Modibo Keïta a exprimé la solidarité du gouvernement à nos compatriotes avant de solliciter leur adhésion au processus d'Alger. Le secrétaire général du Haut Conseil des Maliens du Niger, le porte-parole des réfugiés et d'autres intervenants se sont tous réjouis de cette visite du chef du gouvernement à Niamey. Alger, la bonne nouvelle est connue depuis hier et a fait le tour de tous les médias. Les parties maliennes se sont engagées à cesser immédiatement toute forme de violence et à s'abstenir de tout acte ou propos provocateur sur le terrain. La déclaration de cessation des hostilités a été signée sous l'égide de la médiation internationale. Cela en vue d'apporter un climat de confiance permettant des discussions sereines dans la marche vers la conclusion d'accords de paix global et définitif. Nos envoyés spéciaux à Alger, Yaya Konaté et Idrissa Traoré. Une signature à Alger afin que les armes se taisent à Tabankor, Tessit et partout dans le nord du Mali. En signant cette déclaration de cessation des hostilités, les parties maliennes conviennent de l'arrêt immédiat de toute forme de violence, d'actes ou de propos provocateurs. La déclaration de cessation des hostilités impose aussi aux uns et aux autres le respect des engagements pris antérieurement et la mise en œuvre de mesures de confiance, notamment la libération de prisonniers. Premiers concernés, les mouvements armés qui n'ont cessé ces derniers jours de rejeter les uns sur les autres la responsabilité de l'embrasement de la situation sur le terrain. À la coordination comme à la plateforme, on veut bien enfin calmer le jeu pour donner une chance à la paix.
Ça va créer un peu de confiance entre les uns et les autres. Ça va faire un climat sain pour la négociation parce que lorsqu'on est venu ici, la situation s'est dégradée sur le terrain. Il y avait des combats qu'on nous signale un peu partout sur l'étendue du territoire. Et étant dans des situations pareilles, la négociation ne pourrait pas vraiment avancer de la manière qu'on le veut. Et avec par la signature de cette déclaration, on espère que les choses avancent mieux qu'avant. Chacun retire sa bonne volonté, chacun retire sa confiance à la médiation algérienne et on espère que cela va aboutir à un résultat qui satisfait l'ensemble. Je crois que quand il y a cessez-le-feu bien respecté, ça veut dire qu'il y aura une liberté de circulation des personnes et de leurs biens, les mouvements des gens. Moi je crois que ça va apaiser un peu les souffrances des populations. Ça va laisser la chance à la paix pour que les gens négocient et que les gens comprennent que c'est la voie là, elle est incontournable. Il n'y a que la paix. Concerné aussi par le cessez-le-feu, le gouvernement du Mali. Pour le ministre Abdoulaye Diop des Affaires étrangères, chef de la délégation gouvernementale, la signature du gouvernement au bas de ce document n'est autre qu'un acte de bonne foi qui découle de son sens de la responsabilité. Tous les incidents et les événements qui se passent en territoire malien. En sol malien et le gouvernement est responsable de tout ce qui se passe sur le territoire malien. Mais nous tenons encore une fois à rappeler que dans le cadre de cette cessation des hostilités, il s'agit d'affrontements directs entre groupes armés qui n'impliquent pas les forces de défense et de sécurité du Mali. Mais nous avons de façon constante appelé toutes les parties prenantes dans ces affrontements à faire preuve de retenue et aussi à cesser les hostilités afin de donner toutes ses chances au processus de paix. Reste l'application effective de la cessation des hostilités sur le terrain. Les signataires s'engagent à participer à la commission technique mixte de sécurité élargie et à ses mécanismes de façon à vérifier, constater et signaler à la médiation tout acte contraire à la déclaration signée. À la communauté internationale de veiller au respect des engagements pris, souligne le ministre des Affaires étrangères. Il est important maintenant que les partis sur le terrain puissent mettre en application les engagements pris et que aussi la médiation puisse jouer son rôle de garant moral par rapport à ces engagements et que la mission des Nations Unies qui a aussi la responsabilité de travailler avec toutes les parties prenantes dans le cadre des mécanismes existants, en particulier la commission technique mixte de sécurité, de pouvoir vraiment vérifier sur le terrain ce qui se passe et pouvoir rendre compte afin que des dispositions soient prises pour faire en sorte que chacun respecte ses engagements. La signature de cette déclaration, une épine de moins dans les pieds de la médiation internationale. Sans le bruit des armes, elle peut à présent se concentrer sur le sujet principal, la recherche d'un accord de paix global et définitif. Déjà, les parties se sont engagées à poursuivre le processus dans la bonne foi et dans un esprit constructif. La paix, il en a été question à Washington DC aussi. Ils étaient une soixantaine de pays, dont le Mali, réunis dans le cadre du sommet sur la lutte contre l'extrémisme violent dans le monde. Le président américain n'a pas manqué de préciser que l'Occident n'est pas en guerre contre l'islam, dénonçant au passage un horrible mensonge que nous avons tous la responsabilité de rejeter. Et cette nouvelle lutte contre le terrorisme vise ainsi à impliquer l'ensemble des communautés concernées à travers la société civile, les leaders religieux ainsi que les ONG. Et fait notable à l'ouverture de ce sommet, le président américain Barack Obama a fait allusion au geste de notre compatriote, celui qu'on appelle le héros de l'hypermarché cachère de la Porte de Vincennes, Lansana Bathily, comme un modèle de tolérance et de cohésion. Le récit de notre correspondant permanent depuis Washington DC, Salif Sanogo. C'est un sommet des idées forces pour commencer. Et à ce jeu des petites phrases, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a dégainé le premier en disant que les missiles peuvent tuer des terroristes, mais que c'est la bonne gouvernance qui en viendra à bout. Et Barack Obama, le président américain, d'affirmer que les États-Unis ne sont pas en guerre avec l'islam, mais avec les fausses promesses de l'extrémisme. Tout en refutant donc l'idée d'un choc des civilisations, le numéro 1 américain n'a pas manqué d'appeler tous les pays à avancer des propositions concrètes dans le cadre de l'éradication de l'extrémisme violent. Aujourd'hui, il y a un besoin urgent de réponse pouvant aller au-delà du niveau militaire, donc au-delà de la force, pour mener à bien
cette lutte. Et c'est à cela que se sont attelés les représentants de la soixantaine de pays ayant participé à ce sommet de Washington. Alors, ce forum a donné l'opportunité aux États que nous sommes de pouvoir, en ce qui concerne l'Afrique, poser les problématiques qui nous sont propres, mettre l'accent sur nos visions particulières et mettre les éléments de particularisme pour une prise en charge beaucoup plus globale et mondiale. De ce point de vue, je pense que le forum est arrivé à son heure. La société civile, les leaders religieux, le secteur privé et les acteurs de la communication, tout le monde aura eu l'occasion de partager ses points de vue et expériences en vue d'inverser le cycle de violence gratuite. En attendant que les résolutions de ce sommet puissent être effectivement mises en œuvre, un fait aura beaucoup marqué les participants. C'est l'hommage rendu aux actes héroïques de Lassana Bachili en France par Barack Obama. Pour lui, nous venons de pays différents, de différentes cultures et de différentes religions, mais il est important de nous inspirer des actes héroïques de ce modeste employé, a-t-il conclu. Un appel qui sonne comme un message de tolérance et d'acceptation de l'autre en tant qu'humain d'abord. Salif Sanogo depuis Washington. Ici à Bamako, le président de l'Assemblée nationale a reçu son homologue du comité interparlementaire de l'UEMOA avec Victor Dagnon que nous voyons sur ces images. Les échanges ont surtout porté sur la vie de notre Parlement, les voies et moyens d'améliorer les conditions de travail des élus de la nation. Le comité dont il a la charge est un organe de contrôle parlementaire conçu et élaboré par et pour les populations des États membres. Il faut rappeler que cette visite s'inscrit dans le cadre de la prise de contact avec les présidents et députés de l'espace UEMOA. Demain samedi, c'est la journée internationale des langues maternelles. À l'instar des autres pays membres de l'UNESCO, notre pays célèbre cette journée cette année. Ce sera à Ouélé-Sébougou, puis à Bamako à travers une conférence débat. Le thème retenu est l'éducation inclusive à travers et par la langue. La langue, ça compte. À la veille donc du lancement des activités, le ministre de l'Éducation nationale a fait une déclaration. Nous vous proposons un extrait de cette déclaration et des propos qui ont été recueillis par Modibo Mariko. Cette journée, proclamée par l'UNESCO lors de sa 30e session en 1999, est célébrée au Mali depuis 2007. Le thème choisi pour l'édition 2015 est l'éducation inclusive à travers et par la langue. La langue, ça compte. La journée internationale de la langue maternelle constitue pour mon département un événement d'une grande importance en ce sens qu'elle est un espace de sensibilisation sur les défis et les enjeux de l'utilisation des langues maternelles dans le domaine du développement socio-économique et culturel de notre pays. Chers compatriotes, l'année 2015 est l'échéance retenue par l'UNESCO pour l'atteinte des objectifs de l'EPT, l'éducation pour tous, et les participants du Forum mondial sur l'éducation en avril 2000 à Dakar avait engagé la responsabilité de la communauté internationale à tenir cette promesse et à réaliser l'éducation pour chaque citoyen dans chaque société. Comme vous le savez, nos langues sont de nos jours médium et matière d'enseignement et d'apprentissage des systèmes d'éducation formels et non formels. Beaucoup de progrès ont été réalisés en matière d'instrumentation de nos langues, mais force est de reconnaître qu'il reste encore beaucoup à faire pour leur promotion effective. Après, avant de parler de cette rentrée culturelle, nous vous disons que le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a procédé ce matin au lancement de la rentrée culturelle 2015. L'événement avait pour cadre le Centre international de conférences de Bamako, la rencontre dont le thème général est le renforcement de l'unité nationale et de la paix, s'inscrit dans le cadre de cette rentrée culturelle et artisanale édition 2015. A été présente à ce lancement d'éminentes personnalités du monde de la culture et de l'artisanat. Modibo Soirée, compte rendu.
Cette cérémonie marque l'ouverture solennelle de la rentrée 2015 qui renaît désormais sous la dénomination des rentrées culturelles et artisanales. Cette manifestation dédiée à la célébration du génie créateur malien regroupe les opérateurs culturels et le monde de l'artisanat. En somme, un espace de rencontre et d'échange entre acteurs évoluant en synergie. La reconfiguration de notre département offre l'opportunité de créer un environnement plus propice au développement des industries culturelles et à la revitalisation des secteurs de l'artisanat et du tourisme qui sont en cours de restructuration institutionnelle. Cette dynamique renouvelée sera poursuivie et renforcée avec une vigueur renouvelée. Plusieurs innovations seront au cœur de cette nouvelle saison, notamment de nouveaux partenariats et autres contributions pour booster le secteur de la culture et de l'artisanat dans toutes ses composantes. Cette année, l'événement met en évidence toutes nos valeurs culturelles au service de la paix au Mali. La rentrée culturelle et artisanale 2015 porte à dessein sur le thème d'actualité, renforcement de l'unité nationale et de la paix. Pendant la crise, en effet, les activités économiques ont été considérablement ralenties ou freinées dans les zones occupées. Il importe de faire appel aux vertus de la culture, qui est facteur de paix et de cohésion sociale, créatrice de liens affectifs et source de créativité. À l'issue de la cérémonie, le chef du département a inauguré une foire exposition artisanale. On y trouve des objets d'art et autres produits artisanaux comme pour magnifier la culture et l'artisanat, deux secteurs contribuant efficacement au développement économique et socio-culturel de notre pays. Après cette édition, vous pourrez suivre en direct sur les antennes de l'ORTM la grande soirée de cette rentrée culturelle et artisanale à partir du Centre international de conférences de Bamako. Une soirée animée qui sera animée par une pléiade d'artistes de notre pays, donc c'est aux environs de 21h30 et ce sera sous la présidence effective de Mme Djaï Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. L'émergence de l'Afrique en 2035 est au cœur des débats de la 15e édition du Forum de Bamako. Pour cette deuxième journée, les experts ont planché sur des questions de ressources humaines sur le continent, la qualité de l'éducation et l'adaptation des programmes de formation aux besoins de marché de l'emploi ont dominé les discussions suivies par notre reporter Makamfi Konaté. Les défis seront énormes pour l'Afrique à l'horizon 2035. Les conférenciers sont unanimes que la priorité des priorités reste la qualité de nos ressources humaines. Pour Didier Akoté, l'Afrique devra être au rendez-vous de la technologie. Aujourd'hui, nous avons à peine 5% des Africains qui sont formés dans les technologies. Donc il faut complètement renverser cette dynamique pour que nous ayons plus de scientifiques, plus d'Africains formés en fait dans les métiers techniques. La formation professionnelle est certes la clé de la réussite, mais elle seule ne suffit pas. Il faut en plus des compétences personnelles. C'est la capacité à s'adapter, très important, la capacité à entreprendre, la capacité à innover, la capacité à s'adapter beaucoup plus rapidement à ce monde qui change. Et ça, c'est vraiment des prérequis. Et puis, s'ils ne savent pas entreprendre pour créer leur propre emploi, beaucoup n'iront pas, en tout cas, n'aborderont pas 2035 avec la paix de l'esprit qu'il faudra. Pour gagner le pari d'une Afrique émergente en 2035, il faudra révolutionner l'enseignement. Cette jeune Sénégalaise a son idée là-dessus. Donc au lieu que les élèves partent en classe pour suivre un professeur qui donne un cours, ils viennent en classe pour faire des exercices avec le professeur en appui et avec des groupes dans la classe. Donc nous mettons à leur disposition des cours en ligne, nous sélectionnons en fait le meilleur contenu par concept que nous leur donnons et puis ils utilisent ça pour connaître les concepts à leur propre rythme. L'Afrique en 2035 devra être un continent industrialisé. Reste à savoir qui sera dans le navire et qui sera à quai. Rideau sur les travaux de la 3e édition du Forum international Afrique Développement, travaux qui se déroulent à Casablanca, au Maroc. Pendant 2 jours, les opérateurs économiques du monde ont planché sur les défis tels la problématique énergétique, la sécurité alimentaire et l'agro-industrie. À l'issue des travaux, certaines entreprises ont été
récompensés. Le premier prix de la coopération Sud-Sud a été remporté par une société ivoirienne. Envoyés spéciaux, Brahima Koulibaly, Sidiki Dambélé et Bourama Traoré. La troisième édition du Forum international Afrique Développement s'achève sur la récompense de certaines entreprises africaines. Entreprises qui se sont distinguées par leur contribution au développement socio-économique du continent. Ainsi, le premier prix de la coopération Sud-Sud est remis à SNS Tossi, une société ivoirienne. Le deuxième et le troisième prix reviennent respectivement au laboratoire Biopharma du Cameroun et à la Gabonaise d'énergie. Deux jeunes entrepreneurs, un Camerounais et un Marocain, ont également reçu leur trophée. Une innovation de la troisième édition du Forum de Casablanca, forum qui sera désormais institutionnalisé. Je suis heureux de vous annoncer, chers participants, la création du club Afrique Développement pour vous servir et animer tout le long de l'année les temps de débat, les temps de rencontre et répondre aux demandes précises de chacun d'entre vous. Plus qu'une simple rencontre des financiers du monde, le Forum international de Casablanca permet d'imprimer plus de dynamisme au processus d'intégration économique au niveau du continent. L'illustration, c'est bien les résultats issus de cette rencontre de 2 jours. Nous sommes déjà à plus de 4500 rendez-vous B2B qui ont été opérés. Les secteurs ayant rencontré le plus de succès sont les industries manufacturières, une excellente nouvelle, les BTP et les services. Ce forum a parlé de l'essentiel. Et je souhaite qu'on ne se divertisse pas davantage. En effet, sur notre continent, il y a énormément à faire. Mais il y a aussi, paradoxalement, énormément de potentialités. Nous avons tout. J'ai noté la volonté d'aller de l'avant ensemble. Surtout, j'ai été réconforté à l'idée qu'il s'agit d'un espace de partenariat gagnant-gagnant. L'Afrique est en train de bouger et l'Afrique va bouger. Donc c'est un sentiment de satisfaction. Nouvelle dynamique pour l'émergence d'une nouvelle Afrique, c'est l'engagement commun pris ici à Casablanca. Pour réaliser cet objectif, il convient d'accroître les taux d'échanges commerciaux qui restent très faibles. En effet, la population africaine est estimée à 1 milliard de personnes réparties sur 30 millions de kilomètres carrés, avec seulement 15% des échanges commerciaux. Le groupe Attijabou Bank est au service des entreprises et des pays africains, à la fois pour permettre le développement des flux commerciaux intra-africains et également participer au financement des infrastructures nécessaires au développement justement de cette intégration régionale. La troisième édition du Forum international Afrique Développement a réuni plus de 1000 opérateurs économiques et décideurs politiques de 23 pays. Énergie, infrastructure, agro-industrie ont constitué les principaux sujets de discussion. L'hôpital du Mali compte renforcer ses capacités d'accueil et de prise en charge de ses patients. La structure hospitalière va réaliser ses ambitions avec la construction de nouveaux services des urgences et un bloc d'hospitalisation. Ces informations ont été dévoilées au cours de la 7e session de son conseil d'administration. Mamadou Bagayougo, compte rendu. Même si le bilan de 2014 est satisfaisant, l'hôpital du Mali, en dépit de sa jeunesse, entend augmenter ses prestations à travers de nouveaux appareils. Nous avons espoir de pouvoir construire un bloc d'hospitalisation de 250 lits pour qu'on puisse avoir un hôpital de 400 lits, un hôpital digne de ce nom comme hôpital de 3e référence. Mais aussi, nous avons l'idée de pouvoir construire un nouveau service des urgences réanimation, parce que c'est un hôpital qui n'a que 3 lits de réanimation. Des difficultés pourraient toutefois freiner l'élan de l'hôpital du Mali, selon son directeur. Il y a le problème d'approvisionnement en médicaments, en consommables, eu égard à la ludeur des procédures administratives et puis de procédure des marchés publics. Déjà, avec les ressources matérielles disponibles, le défi peut être relevé, affirme le docteur Bassidiki Traoré, président du conseil d'administration. Sans vouloir anticiper les résultats, l'espoir est permis. Le centre de radiothérapie est fonctionnel. Il n'y aura pas d'exclusion malgré les coûts élevés des prestations
des réflexions sont en cours au niveau des structures de décision. Le bâtiment pour l'imagerie par résonance magnétique IRM n'attend que les appareils et la capacité d'accueil sera plus grande. Le budget prévisionnel de l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazaire pour 2015 s'élève à 1,3 milliard de francs CFA. Ce chiffre a été révélé à l'ouverture de la 10e session ordinaire du conseil d'administration de la structure. Batraoré, reportage. Cette 10e session du conseil d'administration de la Nazaire, l'Agence nationale de la sécurité routière, est essentiellement budgétaire. Néanmoins, les activités programmées pour l'année 2015 auront une place de choix lors des travaux. Le premier axe majeur, c'est la communication. Il faut communiquer avec les usagers. Il faut se rendre compte qu'il y a un problème très important aussi, c'est ce qui passe sur la route. Et donc en termes de contrôle routier, on sera effectivement avec les forces de sécurité pour voir comment tout cela peut être traduit sur la route pour que les usagers puissent être, en tout cas, circuler librement et en toute sécurité. Les véhicules qui sont soit accidentés ou en panne, laissés à eux-mêmes sur le long des axes routiers constituent un danger. Pas mal d'accidents mortels se sont en tout cas produits dans ce sens-là. Donc dans notre stratégie de l'année 2015, on va trouver le moyen d'enlever tous ces véhicules-là qui constituent des dangers pour les usagers de la route. Aussi, les administrateurs ont jugé positif le bilan de l'exercice écoulé. Le projet de budget soumis aux administrateurs est arrêté à la somme de 1,355 395 000 francs CFA en recettes et en dépenses. Ce budget est une reconduction de celui de l'année 2014 compte tenu du recouvrement des recettes qui oscille entre 87 et 90%. La validation du programme d'activité et du budget prévisionnel de 2015 par les administrateurs doit permettre à la Nazaire de mener sa mission de réduction sensible des accidents de la route. L'Office du périmètre irrigué de Baguineda a tenu la 18e session de son conseil d'administration. L'ordre du jour a porté sur le point de la campagne agricole écoulée et les dispositions à prendre en vue de réussir la prochaine campagne. Malgré les aléas de la pluviométrie, les objectifs de la campagne écoulée ont été atteints à 95% et les perspectives s'annoncent prometteuses. Kumba Sissé, compte rendu. La campagne écoulée a été marquée par des contraintes majeures, à savoir les oiseaux granivores, l'arrêt précoce des pluies, la rareté et le coût élevé de la main-d'œuvre agricole. Malgré cette situation, l'Office du périmètre irrigué de Baguineda a produit 17 000 tonnes sur une prévision de 20 000. 2015, on a une augmentation de l'ordre de 15%. Sur le plan céréales, on a 19 000 tonnes, on doit atteindre 19 000 tonnes cette année. C'était 16 000 tonnes, parce que on va compter un peu sur les acquis. On va aussi compter sur ce que le gouvernement a donné l'année dernière sur le plan des intrants subventionnés. Sur le plan de l'agriculture, l'objectif sera de 13 000 tonnes contre 12 000 tonnes cette année. Il y a le nouveau projet, c'est le pré-100KL. Alors, le président KL, c'est le projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Koulikoro. La nouvelle campagne agricole sera marquée par l'absence de culture de contre-saison. C'est là en raison du démarrage des travaux de revêtement des canaux secondaires. Le projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sera opérationnel. Les administrateurs ont fixé le cap des orientations futures. Un accent particulier sera mis sur l'application des bonnes pratiques agricoles, la bonne gestion de l'eau, le contrôle et la gestion des nuisibles et surtout le suivi de l'application des termes techniques d'intensification. Les administrateurs se sont félicités des résultats atteints par la direction et des perspectives heureuses qui s'ouvrent pour le PIB. La société de textile Veba de la République tchèque vient d'offrir un conteneur d'habits au collectif Cri du Cœur. Cette action humanitaire vise à aider les femmes victimes de la crise qu'a connue notre pays et la cérémonie de remise était placée sous le haut patronage de Madame Keïta. Aminata Meiga, épouse du chef de l'État. Aïssata Salou Meiga était présente pour nous. En
En signant cette convention de partenariat, le collectif Cri de Cœur et la société de textile Veba de la République tchèque redonnent un nouveau départ aux femmes victimes de la crise du Nord. Un conteneur d'habits, c'est le don destiné aux femmes qui ont tant souffert lors de la crise. Et depuis juin 2014, nous avions aidé ces femmes à se constituer en association. C'est dans ce cadre-là que nous avons approché et démarché la société Veba. Nous leur avons présenté ce que nous faisons, les besoins de ces femmes et comment les aider à avoir un nouveau départ de la vie. La société de textile Veba entend multiplier ses activités de solidarité. J'ai la grande conviction que nos activités de solidarité seront répétées et multipliées aussi dans l'avenir. Le représentant de l'épouse du chef de l'État s'est réjoui du progrès du bénéficiaire. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir que Cri de Cœur a pris de l'envol et aujourd'hui, Cri de Cœur a des partenaires qui peuvent l'accompagner et aller plus loin. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Des remises de cadeaux, des témoignages et des projections de films sur le collectif Cri de Cœur et sur les activités de Veba ont été les temps forts de la cérémonie. L'armée de l'air a inauguré hier jeudi une stèle dédiée aux aviateurs morts en service commandé. Cette cérémonie entre dans le cadre des festivités du 39e anniversaire de la création de l'armée de l'air. Le monument a été érigé sur la place d'armes de la base aérienne 101 de Sénou. Des images de nos confrères de la DIRPA avec le commentaire de Daouda Sidiki Diarra. De 1975 à 2013, l'armée de l'air a perdu 22 de ses vaillants personnels navigants et techniques, dont 17 officiers, 5 sous-officiers et 1 militaire du rang. Tous morts à la suite des crashs d'avions. C'est un témoignage de reconnaissance à ces sacrifices ultimes que ce monument de 5 mètres de longueur et de 4 mètres de largeur a été érigé sur la place d'armes de la base aérienne 101 de Sénou. Il porte la carte du Mali, les ailes d'un avion, les macarons de l'armée de l'air. En haut du monument se trouve dressé l'insigne de l'armée de l'air. Les noms des 22 pilotes, ingénieurs, mécaniciens et techniciens se trouvent également gravés sur la stèle avec la date de leur accident. Compte tenu du rôle important joué par l'armée de l'air, je crois qu'on devait forcément penser à glorifier la mémoire de tous ces gens-là qui se sont sacrifiés. Nous érigeons cette stèle-là en leur mémoire afin que la jeune génération, la génération d'aujourd'hui se rappelle que leurs dévanciers ont eu à faire des sacrifices et beaucoup de sacrifices pour que les avions continuent de voler dans ce pays, pour que les forces armées maliennes et de défense puissent continuer de faire leur mission. La présente cérémonie entre dans le cadre des festivités du 39e anniversaire de la création de l'armée de l'air. Elle est placée sous le signe de la méditation et de la reconnaissance aux aviateurs morts en service aérien commandé, mais aussi sous le signe de l'espoir. Chaque année, le 6 février est célébré pour commémorer la création de l'armée de l'air. Pour des raisons de contingence, la journée du 19 février a été retenue cette année pour célébrer les activités. Nous sommes avec l'armée, restons avec elle, avec cette information qui vient de nous parvenir. 1230 milliards 563 millions de nos francs vont servir pour financer la loi d'orientation et de programmation militaire de l'armée malienne pour la période 2015-2019. Le projet de loi vient d'être adopté ce soir même par la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Les 129 députés présents en majorité et opposition confondus ont voté pour. Cette programmation militaire devra permettre aux forces armées de sécurité de faire face à la menace terroriste et contribuer à la protection de la population. Reportage complet de cette séance extraordinaire sur la loi d'orientation et de programmation militaire de l'armée malienne dans nos éditions de demain. Une délégation du Bureau national du syndicat national de l'éducation de base séjourne dans la région de Caille. Hier jeudi, elle a tenu au conseil de cercle de Caille une assemblée générale d'information sur le processus d'intégration des enseignants à la fonction publique, le compte rendu de la levée du mot d'ordre de grève déposé le 1er décembre dernier. ORTM Caille, Moriba Keita.
La délégation du SNEB a fait le compte rendu des négociations qui ont abouti à la levée du mot d'ordre depuis l'avis de grève déposé le 1er décembre 2014. Les échanges ont porté également sur le processus d'intégration des anciens à la fonction publique. Nous sommes là dans le cadre de l'information par rapport au préavis de grève qu'on avait déposé le 1er décembre, qui devrait commencer les 16, 17, 18, 19 du mois de décembre passé. Faire ce compte rendu à la base, parce que nous avons eu à lever le mot d'ordre le 15 décembre passé. Donc, il est de notre devoir de passer dans toutes les régions, faire la restitution à la base pour qu'ils comprennent pourquoi nous avons levé ce mot d'ordre de grève. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, informer la base par rapport au processus d'intégration. Le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSM de Caille, s'est dit satisfait de cette assemblée générale. Je remercie les camarades du SNEP pour la belle initiative, parce que le syndicat, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est l'information, c'est la sensibilisation. Après Caille, la délégation se rendra à Bafoullabé, Kenyeba et Yelemani. Lutte contre le travail des enfants et mettre un frein à l'exode rural, c'est l'ambition affichée par l'intercommunalité Noupagnon en partenariat avec l'ONG Gradecom à travers le programme d'action de formation et d'insertion socio-professionnelle des enfants de 14 à 17 ans des 12 communes du cercle de Sikasso. Nous retrouvons Bambi Touré. Ce programme d'action sur la formation et l'insertion socio-professionnelle concerne 96 enfants déscolarisés et non scolarisés, dont 48 garçons et 48 filles venus des 12 communes de la région de Sikasso. Le gouvernement du Mali a opté la décentralisation comme stratégie de développement national. Nous qui sommes les acteurs, nous devons être dans cette logique pour accompagner non seulement les communes, mais aussi les intercommunautés et les grandes collectivités, donc pour permettre aux différents acteurs d'être suffisamment informés. Ainsi, ces enfants bénéficiaires de ce programme suivent des formations dans divers domaines, dont l'apiculture, l'aviculture, la pisciculture, la beauté esthétique et la restauration, en vue de leur permettre de s'insérer dans ces activités qui deviennent de plus en plus des secteurs porteurs d'emplois et surtout de revenus dans le développement économique local. La formation et l'insertion socio-professionnelle est un axe stratégique de la politique de promotion de l'employabilité des jeunes, conformément aux engagements des plus hautes autorités de notre pays. Et les participants, à la suite de la présentation du programme, de se réjouir de cette initiative qui permettra d'abord de réduire l'exode rural d'une part et d'autre part contribuer à l'essor de l'économie locale. Ouverture à Sévaré des activités de la deuxième édition de la foire commerciale agricole de l'Office Rimopti. Il s'agit à travers cette manifestation commerciale qui durera 4 jours de rendre visibles les productions agricoles et l'industrie agroalimentaire naissante de la région de Mopti. Yacouba Meiga, compte rendu. Cette foire commerciale agricole qui vient d'ouvrir ses portes aux acteurs des chaînes de valeur des différentes filières agricoles de la région de Mopti se veut un espace de promotion d'une agriculture commerciale en vue d'accroître et de diversifier les sources de revenus de ces filières agricoles et faire de cette activité un des créneaux du marché les plus porteurs. Cette foire doit nous permettre non seulement de résoudre les difficultés mais également d'apporter des réponses par rapport au désengagement de l'état de la commercialisation, à la faible organisation des producteurs, à la faiblesse de nos capacités de transformation face à la concurrence extérieure. Ainsi, pendant 4 jours, jusqu'au 22 février, cette manifestation commerciale offrira de véritables opportunités d'affaires à travers des expositions et ventes d'un éventail de produits agroalimentaires dans une quarantaine de stands, d'équipements et d'intrants agricoles, ainsi que des stands scientifiques de recherche, de démonstration et de vulgarisation. Notre ambition est de faire de la région de Mopti le pivot de cette dynamique, en renforçant sa position géostratégique et les avantages comparatifs qui en découlent, dans l'assise du schéma de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages entre le nord et le sud du Mali, l'emploi jeune, particulièrement l'emploi des jeunes ruraux et la construction vigoureuse de l'intégration économique sous-régionale.
Sport football championnat national de Ligue 1, 7e journée avec la reprise de la Ligue 1 au stade Mamadou Konaté. En 7e journée, l'AS Real de Bamako a battu hier l'ASB 1-0 et l'AS Police a dominé la Somme 2-0. Compte rendu de ces deux rencontres avec Mamoutou Danté. Après un peu plus d'un mois d'interruption, le championnat national de Ligue 1 reprend ses droits à la faveur de la 7e journée. Pour cette première affiche, l'AS Real de Bamako et l'ASB se sont neutralisés 0-0 en première période. Ces deux formations avaient du mal à trouver leur automatisme et de réussir leur dernier geste. Malgré tout, l'AS Real arrive à se ressaisir en marquant l'unique but de la rencontre à la 72e minute par Abdelrahman Traoré, son 4e but de la saison. Dans un match de football, il faut un vainqueur et un vaincu. Donc malheureusement pour moi, j'ai pris un but par manque d'alignement de mes défenseurs. Donc ça fait partie du football. Le fait qu'on a arrêté, je pense que toutes les équipes vont, au début de cette reprise-là, vont sentir quand même un handicap par rapport au jeu, par rapport au rythme du jeu surtout. Et je pense qu'on a mieux joué que l'ASB et techniquement, je pense qu'aujourd'hui, c'était juste un peu mieux. En attendant la prochaine journée, les Scorpions comptent 12 points et l'ASB reste à 6 points. En seconde affiche, devant la Somme, l'AS Police a réussi à faire trembler les filets 2 fois. Dès la 7e minute, bien servi dans la surface, Ousmane Diarra donne l'avantage aux policiers. La Somme bénéficiera d'un penalty à la 32e minute. Samadjo Djibo échoue devant les portiers des policiers. 3 minutes plus tard, l'AS Police va inscrire son deuxième but par Moussa Diarra. Derrière toute réussite, il n'y a que le travail. Bon, nous sommes en train de travailler jusqu'à présent parce que le championnat est long. C'est vrai que les joueurs ont été beaucoup plus disciplinés tactiquement aujourd'hui et qu'ils ont répondu au duel. Je crois que c'est là qui a été la clé de ce match-là. C'est la première mi-temps qui a fait tous les problèmes. On a perdu tous les duels. En début de match, on prend un but. Après, on a un penalty, on le rate encore. Et le match continue quelques instants encore et on en prend un deuxième but. On a perdu tous les duels. Le football, c'est le duel. Si tu perds le duel, c'est vraiment difficile. Avec cette victoire, l'AS Police compte désormais 8 points et la Somme 4 points moins 3. La 8e journée mettra aux prises Djoliba AC AS Police et la Somme se mesurera au Sabana de Mopti. Voilà, nous ne pouvons refermer ce journal sans vous dire que le ministre des Affaires religieuses et du culte, Tcherno Amadou Oumar As Diallo, va quitter Bamako cette nuit même pour l'Arabie Saoudite. Il est porteur du message de condoléances du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, au roi Salman Ben Abdelaziz suite au décès du roi Abdallah Ben Abdelaziz. C'était le 23 janvier dernier. Le ministre des Affaires religieuses et du culte participera également à une conférence islamique internationale portant sur le thème la lutte contre le terrorisme. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Le RTM vous retransmettra aux environs de 21h30 la retransmission en direct donc de la grande soirée de la rentrée culturelle et artisanale sous la présidence effective de Madame Djaï Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Demain, 13h, Aïssata Ibrahim Meiga prendra le relais pour l'information. Excellente nuit à tous. Au revoir.